C'est un grand résistant sud-africain. Il a lancé dans les années 1970 un mouvement anti-apartheid clandestin qui lui a valu 7 ans de prison. C'est un combattant aussi libéré grâce à l'intervention à l'époque du président français François Mitterrand. Il a ensuite pris la nationalité française. Il défend aujourd'hui la démocratie en Afrique depuis Gorée au Sénégal. Il fut aussi un proche du poète palestinien Mahmoud Darwish et un défenseur de la cause des Palestiniens. Bonsoir à vous Breton Bach. Merci d'être avec nous. Peut-être d'abord une réaction sur cette actualité. Notre chaîne donc TV5 Monde attaquée massivement sur Internet, à la diffusion également. Mais tout d'abord, vous savez, comme je viens de vous dire en entrant dans votre studio, je vous ai regardé pas plus tard qu'il y a 2 jours au Cap. C'est vous dire combien c'est important que ce qui vient de la France, en langue française, soit diffusé un peu partout. Je crois que c'est dans une vingtaine de pays. C'est très bien fait, c'est très informatif. Je suis de tout cœur avec vous. Je crois que tout ce qu'on peut faire en tant que citoyens qui sont concernés par la liberté d'expression, par la liberté d'information, sont concernés aujourd'hui. Je pense que c'est une attaque très très grave, visiblement. J'espère qu'on va pouvoir le contextualiser. Mais je crois qu'il va falloir qu'on soit peut-être beaucoup plus proactif, comme on dit, en Afrique ou en Afrique du Sud, pour porter la défense, pour porter peut-être non pas forcément de contre-attaque. Je ne crois pas qu'il faut contrer ce type de bêtises, ce type de malveillance par la violence forcément. Mais je crois qu'il y a véritablement lieu de combattre par les idées, par la pensée, par la liberté d'expression, ce qui vient de se passer. Et je suis absolument solidaire avec votre cause. Alors vous faites paraître, Breton Bach, votre autobiographie, entre guillemets, sous l'incroyable forme d'un recueil de poésie, de poèmes. Ça traverse toute votre vie. Pourquoi avez-vous fait ce choix de remonter le temps, si l'on peut dire, avec des poèmes? Je ne sais pas si c'est vraiment une autobiographie. Je crois que chaque livre est une étape dans une vie qui se déroule et qui a touché à beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. J'ai eu la chance de connaître beaucoup de monde, beaucoup de gens formidables dans ma vie. J'ai regardé moi-même, le choix a été fait par le traducteur, Georges Lauré, qui est un ami de très longue date, un compagnon de route, un compagnon de bar plutôt, je dirais, un compagnon de parole, qui a commencé à traduire il y a déjà plusieurs décennies mes poèmes. Il connaît très bien ce que je fais, donc je lui ai laissé entièrement libre le choix d'arranger le recueil. Je crois qu'il a fait un très bon travail. Je n'ai pas tellement l'impression moi-même que ce soit, disons, le mot définitif sur la portée de sa vie. Mais si on peut, à travers la poésie, parler des endroits et des gens qu'on aime, et les causes qu'on a soutenues, les causes sur lesquelles on continue de travailler, qu'on continue de soutenir, c'est une belle chose. Je crois que la poésie est très porteur de ce point de vue-là. On va parler de vos causes d'aujourd'hui. Alors on redécouvre donc votre parcours ahurissant à travers vos combats au XXe siècle. On vous croise à Saigon, au Vietnam, à Tombouctou, en Norvège, au Sénégal, à Paris, je l'ai dit tout à l'heure, en Afrique du Sud, bien évidemment. Quel pourrait être, selon vous, le dénominateur commun de toutes les luttes que vous avez menées et que vous continuez de mener, le dénominateur commun, pardon, le fil conducteur? Vous savez, j'ai eu il y a quelque temps l'idée, sur laquelle on m'a d'ailleurs posé beaucoup de questions, d'avancer le thème du monde du milieu. Je crois comprendre, j'ai cru comprendre qu'il y a tout un monde qui n'est plus le monde de l'exil. On ne peut pas retourner de là où on vient. Je ne pouvais pas rentrer en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, même maintenant, je me rends compte que je ne pourrai plus jamais retrouver d'une manière aussi allant de soi mon pays d'origine. Mais tout ce monde entre deux mondes, entre la destination et l'origine, ce que j'appelle le monde du milieu, est habité par des gens comme des très grands artistes, Mahmoud Darwish notamment, par exemple. Gandhi en faisait partie, Einstein en faisait partie, Mandela en faisait partie, etc. Et je suis très content parce que je pense que le changement vient très souvent des marges. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces destinations? Bon, je pense que pour plusieurs d'entre elles, il y a forcément une histoire très lourde de résistance, de lutte pour l'indépendance, pour la dignité humaine, pour l'égalité,
contre toutes sortes de perceptions, toutes sortes de discriminations. Et je me suis toujours identifié à ça, bien sûr. Et puis, il m'est arrivé de trouver dans tous ces lieux-là des gens absolument formidables. Alors, La femme dans le soleil, donc c'est aux éditions Bruno Doucet. J'aimerais lire un extrait du poème intitulé La Révolution. C'est page 41 de votre livre. Cigarette aux dents face au peloton d'exécution, le squelette blasphémant de la cendre plein les orbites incarna l'univers. Lis ce discours à haute voix, frère, deux chars à bœufs remplis de pain et de vin, conquis pour les pauvres avec l'aube, pour la vérité vraie, mes mains sont grenades, hurrah pour le chambardement, conquis pour les pauvres avec l'aube. Breitenbach, La Révolution, titre de ce poème, est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je pense que c'est quelque chose, c'est un phénomène social, politique par lequel on pourrait peut-être faire bouger les choses? Oui, je continue de le croire. Est-ce que je suis déçu par beaucoup de ce qu'on appelle, beaucoup d'événements qu'on appelle des révolutions, des événements révolutionnaires? Sûrement, certainement. Je pense par exemple que ce qui se passe en Afrique en très grande partie est une énorme déception. Je crois qu'on n'est pas sorti de la misère, on n'est pas sorti des inégalités, on n'est pas sorti de la manque de dignité, un manque de véritable avenir, en Afrique du Sud notamment, parce que là, je crois qu'on a beaucoup investi dans l'espoir, dans la lutte pour que ça change réellement, pour construire autre chose, une autre identité, une sud-africanité, une autre nation. Mais qu'est-ce qui a échoué? Non, ce n'est pas, enfin, ça a échoué. Ça a échoué entièrement. Je crois qu'il faut revoir tout ça à tel point qu'il y a des penseurs sud-africains, il y a des militants sud-africains qui commencent à dire qu'il faut peut-être revoir une autre conférence nationale, convention nationale, au moins un contrat social. Il faut remettre les horaires ou les pendules à zéro. Et il faut revoir ça. Il faut continuer de croire ou de peut-être se rappeler ce pourquoi Mandela a tant souffert, a tant investi. Vous avez fondé dans les années 70 un réseau clandestin sous le régime ségrégationniste de l'apartheid, ce qui vous a valu, je le disais, d'être emprisonné 7 ans derrière les barreaux. Vous avez cité tout à l'heure votre traducteur Georges-Marie Laurie qui écrit dans la préface que vous avez survécu à la prison, à l'emprisonnement par votre soif d'écrire. Vous aviez par exemple écrit 400 poèmes en 7 ans de prison. Expliquez-nous comment vous avez tenu. Vous êtes très bavard, vous discutiez avec vous-même? Oui, parce qu'en fait, je n'avais pas d'autres interlocuteurs et on n'est pas forcément son meilleur ami dans ce cas-là. J'aurais préféré d'être interné avec quelqu'un de beaucoup plus intelligent, beaucoup plus diversifiant, comme on dit. Enfin, quelqu'un qui pourrait moins me faire rire. Non, mais bon, bien sûr, écrire dans ces conditions-là, c'est une façon d'essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de couvrir la réalité dans laquelle on se trouve avec les moyens du bord, et les moyens du bord étaient les paroles. Je crois que ça m'a rappelé un petit peu combien il est difficile, combien il est presque impossible de faire ce joint entre réalité et expression par la parole, par la poésie. Ce sont deux réalités qui coexistent. Mais c'est vrai, effectivement, ça m'a permis de tenir. Ça m'a permis aussi de me débarrasser de moi-même, en grande partie, ce qui n'est déjà pas une mauvaise chose. Alors, vous étiez proche d'André Brink, un grand écrivain qui nous a quittés récemment. Vous êtes notamment engagé dans ce combat anti-apartheid en épousant une Vietnamienne. À ce titre, vous formiez d'ailleurs un couple mixte interdit par le régime de Pretoria. Dans quelle mesure, l'amitié, on le sait, mais dans quelle mesure l'amour vous a-t-il influé sur le combat politique que vous avez mené? Mais je crois que l'amour venait d'abord, bien sûr. Je n'ai pas épousé ma femme, que je salue d'ailleurs. Je crois qu'elle regarde, même si c'est difficile par le temps qui court, de vous trouver maintenant sur les antennes. Mais je voudrais le saluer pour dire combien c'est un engagement pour la vie, qui remonte bien sûr, il y a eu des engagements politiques. On ne fait pas ça si on n'est pas profondément amoureux de son pays, si on n'est pas profondément amoureux de son peuple aussi. Et des peuples sud-africains qui sont des peuples merveilleux, incroyables, d'une vitalité incroyable, d'une endurance, d'une patience, d'une gaieté, d'une joie de vivre, d'une inventivité, d'une créativité. Là, je m'attrape presque en étant patriote, et pourtant je ne le suis pas du tout. Je ne crois pas dans les drapeaux ou tout ça. Mais ma femme, c'est autre chose. Ma femme, c'est le fil conducteur. C'est celle qui m'a guidé, qui me guide toujours d'ailleurs, et qui me rappelle peut-être parfois qu'il y a d'autres choses dans la vie qui sont au moins aussi importantes
que ses gesticulations, ses grands discours, ses grandes pensées. Vous avez cité tout à l'heure l'exil. Mahmoud Darwish, poète palestinien, a beaucoup écrit à ce sujet. Vous avez été proche de lui. Oui. Mais à cette époque, il y avait encore un espoir de paix pour cette région entre Israéliens et Palestiniens. Ça va de plus en plus mal. Quel regard, justement, portez-vous sur la situation là-bas? Mais je crois, vous savez, que beaucoup de ce qui se passe actuellement, d'ailleurs, une grande partie de cet énorme abcès entre le monde arabe et le reste du monde, le monde occidental notamment, et surtout entre le monde musulman et le reste du monde, vient du fait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, on n'a pas soutenu les Palestiniens comme il aurait fallu le faire. Je crois qu'on était handicapés pour le faire parce que le peuple israélien vient aussi avec une très lourde histoire, avec une passé douloureuse. Mais je l'ai vu moi-même. Vous savez, les Africains dont je fais partie ont combattu les Britanniques dans la première guerre anti-impériale ou anti-impérialiste sur le continent africain. C'était en 1900, au début du siècle. Dernier, ouais. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de devenir des affreux racistes, des gens qui opprimaient d'autres. Je crois que c'est ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Palestine. S'il y a un peuple qui, pour moi, j'allais dire presque qui est encore plus proche de mon cœur que le peuple africain, ce serait le peuple palestinien. Et Mahmoud Darwish, bien sûr, en était un emblème, une icône, même s'il se défendait par tous les moyens possibles. Il ne voulait pas qu'on fasse une grande rêve autour de lui. C'était quelqu'un qui dialoguait avec son peuple. J'ai eu l'occasion, la chance, le privilège de pouvoir lire en public avec lui à Ramallah, dans le centre culturel, et c'était époustouflant de voir la qualité d'interaction qu'il avait avec ceux qui l'écoutaient. Les gens soufflaient les vers avant qu'ils pouvaient les prononcer. Il les taquinait aussi, bien sûr. Il disait, quand on sera indépendant un jour, on va choisir comme emblème non pas un grand drapeau, non pas un grand personnage, on va prendre l'âne qui a toute la patience, etc. C'était quelqu'un d'une profondeur, d'une humanité, d'une richesse d'expression incroyable. Il y en a d'autres aussi. D'ailleurs, il était noble aussi par ses amitiés. Je ne parle pas de moi, je parle des gens comme Yehuda Amichai ou d'autres grands poètes israéliens qu'il a fréquentés. Breton Breitenbach, on va terminer cet entretien par votre rapport à une langue. Il s'agit de la langue française, puisque vous le savez donc, TV5 Monde est la chaîne culturelle francophone mondiale. Quel est votre rapport à la langue française? Vous savez, c'est une langue que j'étais obligé d'apprendre quand je suis venu en France, peut-être sans savoir où je mettais les pieds. Je ne le regrette pas du tout. On me dit souvent que je parle maintenant l'africain avec un petit accent français. Bien sûr, je parle le français avec je ne sais pas quel accent. C'est une langue qui est porteuse de beaucoup de qualités, de beaucoup d'histoires, bien sûr, mais d'idées très nobles, d'une certaine façon de voir l'humanité, d'une certaine volonté de faire du bien, non pas parce qu'on est sentimental, mais parce qu'on croit que c'est pour le bien de nous tous, d'être juste, d'être libre, d'être fraternel. Je crois que la langue le reflète. Et dans ce sens-là, moi, je suis très fier de pouvoir en faire partie. La langue et la poésie aussi, donc. Est-ce qu'on peut vous entendre pour des lectures à Paris prochainement, peut-être à la Maison de la Poésie? Oui, à la Maison de la Poésie, mardi prochain. Mardi prochain. Il a Créteil demain soir. Et puis voilà. Merci beaucoup, Breton Breitenbach. Merci à vous. C'était un réel plaisir. Merci à vous d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes. Bonne chance. Merci à vous, Breton Breitenbach.